Bien, bonjour. Donc on est ici pour la table ronde sur nouveaux matériaux et science-fiction. Alors de quoi il va être question? Eh bien, il va être question de pas mal de choses, parce que quand on raconte des histoires extraordinaires, on a des choses extraordinaires à mettre en scène. Et pour mettre ça en scène, il y a besoin de certains accessoires théâtraux. Il y a besoin de certaines choses presque magiques. Quand H.G. Wells voulait nous expliquer qu'on avait de l'antigravité, eh bien, il a inventé la cavorite, qui magiquement, on peut le dire, coupait l'influence de la gravitation, et hop, on s'envolait vers la Lune. On a un manteau fait d'une matière, alors c'est pas Wells, ça c'était plus primitif, on a un manteau fait d'un tissu suffisamment bien coupé pour qu'on soit invisible. Bon, c'est devenu un peu plus subtil quand même, et dans la SF plus récente, on voit des inventions, je sais pas, vers 1970-80, comme l'ascenseur spatial, un fil qui permet d'aller jusqu'à l'orbite géostationnaire, et bien sûr ce fil, même s'il fait 200 mètres d'épaisseur, reste beaucoup trop fin pour être construit avec les matériaux qu'on connaît et résister aux forces qui sont mises en jeu vu sa longueur incroyable. Donc on est obligé de supposer, d'axiomatiser une matière qui n'existe pas à l'heure actuelle, et encore plus si on veut construire un nanomonde comme la Line Even ou une sphère de Dyson qui va entourer entièrement une étoile pour capturer toute son énergie. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça, bien sûr. Il y a aussi l'idée qu'on va améliorer le corps humain. Et améliorer le corps humain, ça signifie, à l'heure actuelle, mettre des bouts de métal et de plastique dans nos os, mais plus tard, mettre des choses beaucoup plus compliquées. Hein. Des choses éventuellement vivantes mais fabriquées, pour avoir des cyborgs qui soient bien faits, et puis peut-être aussi, et là on glisse vers des thèmes de la singularité ou des choses comme ça, ou du post-humanisme comme on dit maintenant, avoir de la matière qui soit intelligente, c'est-à-dire chaque petit bout de matière, c'est pas une bête molécule qui est juste liée chimiquement à ses voisins, mais c'est une nanomachine qui va faire des choses magnifiques, ou peut-être plus modestement un nano-objet qui est usiné mais à des échelles absolument invisibles pour nous, pour faire des trucs compliqués, et ça existe déjà. Alors ça c'était le thème, mais vous vouliez savoir qui sont les gens qui vont vous parler. Donc de droite à gauche pour vous et de gauche à droite pour moi, au bout ici Raphaël Granier de Cassagnac, qui de son métier est physicien des particules, et que nous connaissons comme romancier, hein, qui a publié 2 livres, Thinking Eternity et Eternity Incorporated, c'est ça, donc en français en texte. Alors ils sont en français, je vous rassure, mais les titres sont anglais, et de toute façon on pourrait lui en parler plus parce qu'il va signer juste après, c'est ça, hein, dédicace. Roland Lehoucq, je suis un peu gêné de présenter, c'est quand même le président du festival, donc vous ne voyez que lui, et vous ne voyez que ses œuvres. Qui est de son métier physicien aussi, mais plutôt astrophysicien, qui est aussi un vulgarisateur scientifique de première bourre, on peut dire, présent un peu partout, dans Bifrost, dans Le Monde, qui a écrit des ouvrages, qui a même coécrit au moins un roman avec Claude Eken, que je vous recommande. Et Fabien Guillemot, qui n'est pas un écrivain, mais qui est un chercheur en sciences des matériaux et biologie, et aussi le fondateur d'une start-up, on peut dire, d'une jeune pousse, hein, ça sera plus biologique, qui est spécialisé dans la bioimpression. Une chose que je ne connaissais pas jusqu'à hier et qui va sûrement nous expliquer. Et peut-être qu'on va commencer par ça, parce que la bioimpression, c'est vraiment l'objet de beaucoup de curiosité, et quand je parlais de cyborg, on se dit qu'on est en train de s'y diriger, alors... Oui, effectivement, alors la bioimpression, je ne sais pas si vous avez certains d'entre vous entendu parler, il s'agit de l'utilisation des principes d'impression 3D pour fabriquer des tissus biologiques. Donc on applique les principes d'impression 3D qui sont de faire de la conception numérique et après de la fabrication couche par couche additive de matière. Et c'est vrai que notre matière, parce que je crois que c'est un peu le thème de la table ronde, est un peu spécifique, parce qu'on travaille avec de la matière vivante, et notamment des cellules souches. Et c'est vrai que moi je suis plutôt à la base un spécialiste des matériaux, avec on a toujours le souci en fait en sciences des matériaux
de développer des matériaux qui ont des fonctions spécifiques pour répondre donc à des applications particulières et qui ont des formes particulières. C'est vrai que pour ça, dans cette perspective-là, l'impression 3D ouvre une somme de possibilités extrêmement importantes. On parle d'impression de pizza, d'impression des imprimantes on anticipe l'utilisation des imprimantes dans les stations spatiales ou même pour fabriquer des objets dans des endroits extrêmement exotiques. Mais c'est aujourd'hui aussi utilisé pour fabriquer des tissus. Donc on est un certain nombre de chercheurs à l'INSERM et au niveau international maintenant à s'intéresser à cette technologie, et on en parlait tout à l'heure en aparté. C'est vrai que les choses vont déjà assez vite parce qu'on se dit bon, on est capable de fabriquer un bout de peau qui va servir aujourd'hui par exemple à l'industrie cosmétique, voilà. Mais en fait on a déjà réalisé des expériences assez intéressantes. Même à la base c'était plutôt un challenge qu'on s'était donné, c'était de réaliser ces impressions directement sur un animal. C'est-à-dire dans une perspective un peu de s'imprimer directement un bout de peau qu'on pourrait faire dans le cas d'un traitement d'une voilure. Par exemple, on a eu l'occasion de réaliser ça directement sur des souris pour favoriser la cicatrisation du tissu osseux. Donc c'est vrai que j'imagine que pour des amateurs de science-fiction, ça peut laisser de la place à pas mal d'imagination. Oui, mais ça rappelle, je sais pas, moi ça m'évoque tout de suite dans le 5e élément, quand on voit à partir d'un bout d'os qu'on récupère d'un personnage qui a disparu, on met le bout d'os dans la machine, il y a une analyse qui se fait, ADN, et puis brrr, ça réimprime littéralement le personnage qu'on voit après, c'est la belle nana qui se balade dans tout le film ensuite. Et là, c'est. Pour l'instant, elle est un peu poilue, la nana. Pour l'instant, c'est une petite nana souris, c'est ça. Et c'est assez fascinant d'imaginer qu'on puisse effectivement imprimer du vivant. Enfin, si on fait un raccourci peut-être un peu rapide, c'est ça, si on imprime du vivant. C'est même la définition qu'a donnée l'Académie britannique en fait, de la bioimpression. La bioimpression est vraiment réservée à l'impression de matière vivante, donc des cellules. C'est pas l'impression de matériaux pour un usage médical, c'est l'impression de matière vivante. C'est pas une sorte de polymère qu'on met à la place qui va être la prothèse. C'est pas comme si on imprimait la prothèse au lieu de par une opération chirurgicale de l'insérer dans le corps. C'est vraiment on imprime. Alors donc du coup on met son bras sous le truc, en gros du coup c'est reparti quoi. C'est vraiment l'idée. On a un gros projet d'ailleurs dans les tuyaux avec l'unité INSERM à Bordeaux pour faire ça. On avait pu faire la démonstration sur des petits animaux, des souris, de faire ça sur des animaux un peu plus gros. Et pas encore nous. Mais l'idée est effectivement d'aller progressivement vers la clinique. Et c'est vrai que pour nous, je dirais que c'est notre quotidien, c'est de prendre un bout de lilou, c'était le nom de... Ouais. Donc des cellules qu'on amplifie pour en avoir un nombre suffisant pour pouvoir faire une structure qui est de taille, on va dire, nécessaire à la réparation des tissus. Donc au final, c'est notre quotidien, c'est plus vraiment de la science-fiction. Mais plus en détail, donc quand tu imprimes, quand la machine imprime, elle a des cellules qu'elle met en place. Ces cellules sont toutes les mêmes, c'est des cellules souches qui vont se différencier après, qui vont communiquer entre elles, qui vont former un tissu. Comment ça se passe? En fait, on a des systèmes on utilise beaucoup la terminologie d'impression conventionnelle, donc ce sont des systèmes multicolores. Donc on a différentes cartouches qui peuvent contenir différents types cellulaires. Et tout l'enjeu en fait de la bioimpression, c'est de reproduire des organisations, des cellules, desquelles vont émerger des fonctions particulières par des processus d'auto-organisation qui sont des approches conventionnelles des systèmes complexes au final. Et donc toute l'idée, c'est de créer des organisations. Quand on imprime, je crois que la définition d'ailleurs d'imprimer, c'est reproduire un motif. Donc quand on fait de la bioimpression, on reproduit des motifs biologiques, des motifs de cellules. Les cellules, une fois imprimées, vont interagir entre elles jusqu'à faire émerger, par exemple dans le cas de la peau, un épiderme, qui est la composante la plus externe de la peau, un derme, c'est ce sur quoi on travaille aujourd'hui. Et c'est vraiment tout l'enjeu, c'est de déterminer cette relation entre la forme et la fonction. Donc l'organisation des cellules et les fonctions biologiques qu'on recherche. On trouve ça même en physique microscopique.
en physique microscopique, il y a des du coup en nanophysique, même dans les objets qu'on appelle nanomatériaux, il y a un rapport très étroit entre la forme et ce qu'elle produit. C'est-à-dire que les propriétés physiques, habituellement, si vous prenez un lingot d'or, par exemple, il va prendre une certaine température, qui est la température de fusion de l'or. Et si on prend un objet en or qui est plus petit qu'un lingot d'or, alors là, ça peut être une petite poussière d'or, éventuellement une toute petite particule d'or, enfin avec quelques millions d'atomes d'or, la température de fusion, donc la propriété physique, à quelle température ça fond, dépend de la taille de l'objet. Ça, c'est des rapports qui entre surface et volume, entre le fait que sur un tout petit objet, il y a beaucoup plus d'atomes finalement de surface que d'atomes dans le volume, ce qui n'est pas le cas dans un gros objet où la surface ça représente quasiment rien par rapport à l'ensemble du volume. Et du coup, il y a un rapprochement à faire entre le fait que les matériaux, les nanomatériaux physiques, donc inertes, ont des propriétés qui dépendent de leur forme, en particulier des propriétés par exemple de température de fusion, il peut y avoir la température aussi des propriétés de coloration, des propriétés physiques de magnétiques. Un petit morceau de fer, il est forcément, c'est automatiquement un aimant s'il est assez petit. Alors qu'un gros morceau de fer, c'est rien, c'est un gros morceau de fer. Il faut l'aimanter pour qu'il ait et qu'il la garde cette aimantation. Donc là, il peut garder l'aimantation, il faut de l'extérieur lui imposer l'aimantation. Alors qu'un petit morceau de fer, il est automatiquement aimanté, c'est automatiquement un tout petit aimant, un tout petit aimant. Et donc là, je trouve ça, enfin, ce rapport-là entre finalement le matériau vivant dont la forme va fixer la fonction, va être lié à la fonction, on l'a aussi à toute petite échelle physique. Il y a des exemples assez intéressants parce qu'on parle beaucoup de l'importance de la génétique et au final, un certain nombre d'études scientifiques ont pu montrer que la génétique était loin d'être le tout ou de tout faire. Par exemple, quand vous cultivez des cellules sur par exemple des petits îlots d'une protéine qu'on appelle la fibronectine. En fonction de la taille de la surface sur laquelle on imprime, en fait, on va soit favoriser la différenciation de ces cellules souches en cellules osseuses dans le même milieu, soit la différenciation de ces cellules en cellules du tissu adipeux, simplement par un effet géométrique. Et donc, en fait, derrière la biologie, et c'est toute la tendance aujourd'hui, c'est l'importance de l'environnement, et qui va diriger ou en fait induire des fonctions particulières. Et derrière l'environnement, c'est ces notions d'organisation, de forme en fait.